Il existe une vérité profonde que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. La foule que vous suivez pourrait vous éloigner de tout ce que vous désirez vraiment. Alan Watts, ce grand penseur, a compris quelque chose qui sépare les sages de la masse. Parfois, la chose la plus intelligente à faire est de marcher dans la direction opposée à celle de tous les autres. Ceci n'est pas une question d'être contraire pour le plaisir de l'être, ni de développer un complexe de supériorité en raison de sa différence. Il s'agit de reconnaître que le comportement collectif de n'importe quel groupe est souvent motivé par des schémas inconscients, des présupposés hérités et des illusions partagées que personne ne remet en question parce que tout le monde y participe. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des idées les plus stimulantes de Watts. Pourquoi la sagesse exige souvent la solitude? Et pourquoi les sages finissent par s'éloigner de la foule? Et comment cette séparation n'est pas antisociale? C'est en réalité l'une des choses les plus compatissantes que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres. Commençons par une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Combien de vos croyances, objectifs et comportements actuels sont réellement vos propres choix? Et combien sont simplement ce que vous avez absorbé des groupes auxquels vous appartenez? Si vous êtes honnête, vous pourriez découvrir qu'une grande partie de ce que vous considérez comme votre identité individuelle est en réalité un ensemble de conditionnements sociaux que vous n'avez jamais examinés consciemment. Watts a souvent parlé de ce qu'il appelait l'hypnose sociale, la manière dont des groupes de personnes peuvent collectivement s'entendre sur des idées et des comportements qui, examinés individuellement, n'ont que peu de sens. Mais parce que tout le monde participe à ces schémas, ils deviennent invisibles aux participants. La foule ne remet pas en question ses propres suppositions parce que la remise en question nécessiterait de sortir de la perspective de la foule. Considérez comment cela se manifeste dans la vie moderne. Nous avons des industries entières, bâties autour de besoins artificiels créés par la pression sociale. Les gens travaillent à des emplois qu'ils n'aiment pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ils poursuivent des modes de vie qui leur causent du stress et de l'anxiété parce que ces modes de vie sont considérés comme réussis par leur groupe de pairs. Ils suivent des informations et des médias sociaux qui les rendent en colère et craintifs parce que rester informé est considéré comme une citoyenneté responsable. Ces schémas persistent, non pas parce qu'ils servent les individus concernés, mais parce qu'ils servent la continuation des schémas eux-mêmes. La foule perpétue des comportements qui maintiennent la foule intacte, indépendamment du fait que ces comportements profitent réellement aux personnes qui composent la foule. Watts a observé que la sagesse commence souvent par la reconnaissance inconfortable que vous avez marché dans la vie comme un somnambule selon le scénario de quelqu'un d'autre. La personne sage finit par se demander « Quelle vie vis-je réellement ? Quel rêve poursuis-je ? Quelle peur portais-je » Cette remise en question conduit naturellement à une sorte de recul par rapport au comportement de groupe. Non pas parce que la personne sage se croit supérieure aux autres, mais parce qu'elle reconnaît qu'elle ne peut pas penser clairement lorsqu'elle est complètement immergée dans la dynamique de groupe. C'est comme essayer de voir la forme d'une forêt en étant debout au milieu de celle-ci. Vous avez besoin de distance pour avoir une perspective. La foule offre certains conforts qui rendent ce retrait difficile. Elle procure une identité, un sentiment d'appartenance, une validation et la sécurité des croyances partagées. Lorsque tout le monde autour de vous est d'accord pour dire que certaines choses sont importantes, précieuses ou nécessaires, vous n'avez pas à vous poser ces questions vous-même. La foule pense à votre place, ce qui peut sembler un soulagement par rapport à la responsabilité du choix conscient, mais ce soulagement a un coût énorme, la perte de l'authenticité du moi. Lorsque vous vous déplacez toujours avec la foule, vous ne découvrez jamais ce que vous choisiriez si vous étiez libre de choisir différemment. Vous ne développez jamais la capacité de penser et de sentiments indépendants qui sont essentiels à la fois à la sagesse et à une satisfaction authentique.
Watts a fait remarquer que la plupart des gens ont terriblement peur d'être seuls avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais développé de relation avec leur propre conscience en dehors du conditionnement social. Ils assimilent la solitude à la solitude parce qu'ils ne savent pas comment être en bonne compagnie d'eux-mêmes. Ils restent donc avec la foule, non pas parce qu'elle les sert, mais parce qu'ils ont peur de l'alternative. Mais voici ce que les sages découvrent. La solitude n'est pas vide, elle est pleine. Lorsque vous vous éloignez du bruit constant de l'opinion du groupe et des attentes sociales, vous commencez à entendre des voix plus subtiles. Vous commencez à remarquer vos propres intérêts, valeurs et inclinations authentiques. Vous découvrez des pensées et des sentiments qui vous appartiennent plutôt qu'au collectif. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Au début, quitter la foule peut sembler désorientant et même effrayant. Vous pourriez ressentir ce que les psychologues appellent une diffusion identitaire, une confusion temporaire sur qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas défini par l'appartenance à un groupe. Mais cette confusion est en fait une partie nécessaire de la redécouverte de votre moi authentique. Watts utilisait souvent l'analogie de l'apprentissage de la natation. Vous ne pouvez pas apprendre à nager pendant que quelqu'un vous soutient. À un moment donné, vous devez lâcher prise et découvrir votre propre flottabilité. De même, vous ne pouvez pas découvrir votre propre sagesse en dépendant constamment de la foule pour vous dire ce que vous devez penser et comment vous devez vous comporter. La personne sage développe progressivement ce que l'on pourrait appeler une autorité intérieure. La capacité de prendre des décisions fondées sur sa propre compréhension profonde plutôt que sur une validation extérieure ou une pression sociale. Cette autorité intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est en fait une profonde humilité. C'est la reconnaissance que vous êtes responsable de votre propre conscience et que personne d'autre ne peut vivre votre vie à votre place. Ce développement de l'autorité intérieure exige souvent ce que Watts appelait le courage de sa propre expérience. Parfois, votre expérience directe de la vie contredit ce que la foule croit être vrai. La personne sage apprend à faire confiance à son expérience, même si cela la met en contradiction avec l'opinion populaire. Par exemple, vous pourriez découvrir que le style de vie que tout le monde vous dit devrait vous rendre heureux, vous rend en fait malheureux. Vous pourriez constater que les activités que la foule considère comme importantes vous semblent dénuées de sens, tandis que les choses que la foule rejette comme triviales vous procurent une profonde satisfaction. La personne sage apprend à honorer ses découvertes plutôt que de les rejeter en faveur de l'acceptation sociale. Cela ne signifie pas devenir un ermite ou rejeter toute connexion sociale. La personne sage ne quitte pas la foule par misanthropie, mais par amour. Amour de la vérité, amour de l'authenticité et, en fin de compte, amour des autres personnes. Parce que lorsque vous agissez à partir de votre propre compréhension authentique plutôt que d'un conditionnement social inconscient, vous avez quelque chose de véritable à offrir aux autres. Un penseur contemporain a observé que la plupart des interactions sociales sont en réalité des manipulations mutuelles, des individus cherchant à se faire valider par les autres, à confirmer leurs croyances. Mais lorsque vous avez développé une autorité intérieure, lorsque vous êtes à l'aise avec votre propre conscience, vous pouvez vous lier aux autres sans ces arrière-pensées. Vous pouvez offrir une attention et une sollicitude sincères, sans chercher de validation ou d'approbation. Ce changement dans votre manière de vous lier aux autres vous rend souvent plus attirant pour ceux qui cherchent aussi de l'authenticité, tout en repoussant naturellement ceux qui sont profondément investis dans le maintien des apparences sociales. Vous constaterez peut-être que vous avez moins de relations, mais celles que vous avez sont plus profondes et plus significatives. Le sage développe également ce que l'on pourrait appeler une compassion éclairée. Il reconnaît qu'aider les autres signifie parfois ne pas leur donner ce qu'ils veulent ou attendent. Si quelqu'un est pris dans des schémas destructeurs que la masse soutient et valide, la réponse compatissante pourrait être de refuser de participer à ces schémas.
même si ce refus est initialement perçu comme peu aidant ou antisocial. Par exemple, si votre groupe social s'engage habituellement dans des plaintes, des ragots ou d'autres formes de négativité, la réponse sage pourrait être de cesser de participer à ces conversations. Cela ne signifie pas être juge et maître, mais reconnaître que ces schémas ne servent personne et que votre participation ne fait que les renforcer. Ce type de compassion éclairée ressemble souvent à de l'abandon pour les personnes qui dépendent encore de la validation du groupe. Elle pourrait interpréter votre refus de vous engager dans certains schémas comme un rejet personnel. Mais le sage comprend que la vraie compassion exige parfois de dire non à des comportements qui nuisent à la fois à soi-même et aux autres. L'un des aspects les plus difficiles du fait de quitter la masse est de faire face à la pression de revenir. Les groupes ont divers mécanismes pour ramener les membres qui commencent à penser de manière indépendante. Cela peut inclure la culpabilité, la honte, des accusations d'égoïsme ou d'arrogance, des menaces d'abandon ou des promesses d'acceptation si vous vous conformez à nouveau. Le sage apprend à reconnaître ces tactiques de pression sans les prendre personnellement. Il comprend que la résistance du groupe à son indépendance ne le concerne pas vraiment. Il s'agit de la peur du groupe de perdre sa cohésion et de voir ses hypothèses remises en question. Lorsqu'une personne commence à penser de manière indépendante, cela menace le consensus qui maintient intactes les illusions collectives du groupe. Cette reconnaissance permet au sage de maintenir sa compassion pour le groupe tout en maintenant son indépendance. Il n'a pas besoin de lutter contre la masse ou d'essayer de convaincre les autres de suivre son chemin. Il continue simplement sa propre voie, sachant que son exemple pourrait inspirer d'autres personnes prêtes à remettre en question leur propre conditionnement. Un penseur contemporain a souligné que la vraie rébellion n'est pas réactive. Il ne s'agit pas d'être contre quelque chose, mais d'être pour quelque chose d'authentique. Le sage ne quitte pas la masse parce qu'il déteste la conformité. Il part parce qu'il aime la vérité et l'authenticité plus qu'il ne craint la désapprobation sociale. Ce type de rébellion positive prend souvent des formes que la masse ne reconnaît même pas comme une rébellion. Cela peut ressembler à la poursuite discrète d'intérêts qui ne correspondent pas aux attentes sociales, à des choix de vie basés sur des valeurs personnelles plutôt que sur le statut, ou simplement à être honnête sur ses pensées et ses sentiments plutôt que de dire ce que l'on pense que les autres veulent entendre. Le sage développe également ce que l'on pourrait appeler un égoïsme éclairé. Il ne s'agit pas de l'égoïsme motivé par l'ego qui tente d'obtenir le plus possible pour soi-même aux dépens des autres. C'est la sagesse de reconnaître que vous ne pouvez pas vraiment servir les autres si vous n'êtes pas authentique et centré sur vous-même. Cet égoïsme éclairé peut impliquer de fixer des limites que les autres considèrent comme déraisonnables, de poursuivre des objectifs que les autres considèrent comme irréalistes, ou de refuser de participer à des activités qui vous épuisent, même si les autres attendent votre participation. La sagesse consiste à reconnaître que servir son moi authentique sert en fin de compte mieux les autres que de sacrifier son authenticité pour l'harmonie sociale. Cela ne signifie pas être inconsidéré ou insensible aux besoins des autres. Cela signifie reconnaître que votre première responsabilité est d'être honnête sur qui vous êtes et ce qui sert votre développement le plus élevé. À partir de ce fondement d'authenticité, vous pouvez offrir aux autres quelque chose de réel plutôt qu'une performance conçue pour répondre à leurs attentes. Le développement de cette autorité intérieure et de cet égoïsme éclairé exige souvent ce que l'on pourrait appeler une solitude créatrice. Il ne s'agit pas de simple isolement, mais d'une culture consciente de votre relation avec votre propre conscience. Il s'agit de passer du temps seul, non pas parce que vous évitez les autres,
mais parce que vous développez votre capacité à la pensée et aux sentiments indépendants. La solitude créatrice peut impliquer la méditation, la contemplation, le temps passé dans la nature, la poursuite d'activités créatives, ou simplement s'asseoir tranquillement sans aucun ordre du jour. L'essentiel est d'apprendre à être présent avec sa propre expérience sans la traduire immédiatement en termes sociaux, ce que les autres penseraient, comment cela s'inscrit dans les croyances du groupe, si c'est acceptable ou normal. Par cette pratique de la solitude créatrice, vous commencez à découvrir ce que l'on pourrait appeler votre nature originelle, la personne que vous êtes en dessous de tout conditionnement social et des comportements appris. Il ne s'agit pas d'une identité fixe, mais d'une capacité dynamique de réponse authentique à la vie telle qu'elle se déroule. Cette nature originelle possède souvent des qualités qui ne correspondent pas parfaitement aux catégories sociales. Vous pourriez découvrir des intérêts qui transcendent différentes sous-cultures, des valeurs qui ne correspondent à aucun groupe politique particulier, ou des modes de pensée qui ne correspondent à aucune discipline académique. Le sage apprend à incarner cette complexité plutôt que d'essayer de s'intégrer dans des rôles sociaux prédéfinis. En développant ce moi authentique, vous constaterez peut-être que vous attirez naturellement des personnes qui suivent des chemins similaires de découverte de soi. Ces relations ont tendance à être basées sur la reconnaissance et l'appréciation mutuelle plutôt que sur la conformité partagée aux normes de groupe. Elles soutiennent la croissance et l'authenticité de chacun plutôt que de renforcer les schémas limitants. Un penseur contemporain a souvent souligné que ce type de relation authentique est en fait ce que la plupart des gens recherchent lorsqu'ils rejoignent des groupes et suivent la masse. Ils veulent être vus, et compris et appréciés pour ce qu'ils sont réellement. Mais la masse ne peut pas fournir cela, car elle est basée sur des prétextes partagés plutôt que sur l'authenticité individuelle. Le sage qui s'est éloigné de la masse peut offrir aux autres le don d'une relation authentique, l'expérience d'être rencontré et apprécié sans avoir à se conformer aux attentes du groupe. C'est l'une des façons dont le fait de quitter la masse sert, en fin de compte, les autres. Une autre manière dont la sagesse de la solitude sert les autres réside dans le développement de ce que l'on pourrait appeler une perspective indépendante. Lorsque vous n'êtes pas pris dans la dynamique de groupe, vous pouvez souvent percevoir des schémas et des possibilités invisibles aux personnes immergées dans un comportement collectif. Cette perspective indépendante vous permet d'offrir des idées et des alternatives que le groupe ne pourrait générer à partir de ses propres présupposés. Vous devenez une ressource pour de nouvelles idées et différentes manières d'aborder les problèmes, car vous n'êtes pas limité par les angles morts partagés par le groupe. Cela ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou que votre perspective est toujours correcte. Cela signifie que vous avez développé la capacité d'une pensée indépendante qui vous permet d'apporter quelque chose d'unique plutôt que de simplement faire écho à ce que tout le monde pense déjà. La personne sage développe également ce que Watts appelait l'engagement détaché. Elle peut participer à des activités de groupe lorsqu'elles servent un but, sans être contrôlée par la dynamique de groupe. Elle peut apprécier les liens sociaux sans perdre son centre face aux pressions sociales. Cet engagement détaché lui permet d'être présente avec les autres, tout en maintenant sa propre autorité intérieure. Elle peut contribuer aux efforts de groupe sans sacrifier son individualité. Elle peut se soucier des autres sans assumer la responsabilité des choix ou des états émotionnels des autres. Cette capacité d'engagement détaché rend souvent la personne sage précieuse dans les situations de groupe, précisément parce qu'elle ne cherche pas la validation ni n'essaie de contrôler les résultats. Elle peut offrir ses compétences et son point de vue sans arrière-pensée, ce qui tend à mettre en valeur le meilleur de la dynamique de groupe. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration, il est important de reconnaître que le chemin qui
Consiste à s'éloigner de la foule n'est pas toujours facile ou confortable. Il peut y avoir de vrais coûts en termes d'acceptation sociale, d'opportunités de carrière ou d'harmonie familiale. Mais la personne sage reconnaît que le coût de rester avec la foule, la perte de son authenticité, est en fin de compte beaucoup plus élevé. Le passage du suivisme à l'autorité intérieure n'est pas une destination, mais un processus continu. Il y aura toujours de nouvelles formes de pression sociale, de nouveaux groupes dans lesquels vous pourriez potentiellement vous perdre, de nouvelles invitations à abandonner votre propre jugement en faveur de l'opinion collective. Mais une fois que vous avez goûté à la liberté et à la clarté qui découlent du fait de penser vos propres pensées et de ressentir vos propres sentiments, il devient de plus en plus difficile de revenir à la conformité inconsciente. Vous développez une sorte de système immunitaire spirituel qui reconnaît et résiste aux tentatives de vous ramener à la pensée de groupe. La personne sage, qui a appris à quitter la foule lorsqu'elle le juge nécessaire, devient un phare pour ceux qui commencent à remettre en question leur propre conformité. Elle ne prêche pas, ni ne prosélytise, mais son exemple démontre qu'il est possible de vivre authentiquement même dans un monde qui encourage fortement la conformité. C'est peut-être le plus grand cadeau que le sage puisse offrir, la démonstration qu'il est possible d'être soi-même, de penser ses propres pensées, de faire ses propres choix et de vivre quand même une vie épanouissante et pleine de sens. En fait, vous ne pouvez vivre une vie vraiment épanouissante et pleine de sens qu'en faisant ces choses. La foule sera toujours là, offrant le faux réconfort d'une illusion partagée et d'une inconscience collective. Mais une fois que vous avez découvert la satisfaction plus profonde de l'authenticité, les offres de la foule perdent de leur attrait. Vous réalisez que ce que vous cherchiez dans la foule, l'acceptation, l'appartenance, le sens, se trouve en réalité dans votre propre nature authentique. Les sages ne quittent pas la foule parce qu'ils haïssent l'humanité. Ils partent parce qu'ils aiment assez leur propre humanité pour la respecter, et parce qu'ils aiment assez les autres pour leur offrir quelque chose de réel plutôt qu'un autre reflet de la prétention collective. Dans un monde où tout le monde essaie de s'intégrer, la chose la plus sage que vous puissiez faire est d'apprendre à vous démarquer, non pas par une rébellion artificielle ou un comportement de recherche d'attention, mais par le courage silencieux d'être véritablement vous-même. La foule vous offre une vie empruntée. La sagesse vous offre votre propre vie. Le choix, comme Watts nous le rappellerait, est toujours le vôtre. Explorons ce choix plus en profondeur en examinant les implications pratiques du choix de la sagesse par rapport au suivisme dans différents domaines de la vie et comment surmonter les défis inévitables qui surviennent lorsque vous commencez à penser et à agir de manière indépendante. Dans le domaine de la carrière et de la vie professionnelle, la pression pour suivre la foule est énorme. Nous sommes conditionnés à croire que le succès signifie gravir des échelles prédéterminées, poursuivre des postes prestigieux et accumuler des marqueurs externes de réussite que les autres reconnaîtront et approuveront. La foule définit le succès professionnel de manière très étroite, généralement en termes d'argent, de statut et de pouvoir. Mais la personne sage pourrait découvrir que ses intérêts et ses valeurs authentiques ne correspondent pas à ces définitions conventionnelles du succès. Elle pourrait trouver une profonde satisfaction dans un travail qui ne paie pas bien, mais qui sert un but significatif. Elle pourrait préférer l'autonomie au statut, la créativité à la sécurité ou l'impact au revenu. Suivre ses préférences authentiques signifie souvent quitter la foule professionnelle qui insiste sur le fait qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir du succès. Ce départ de la pensée conventionnelle sur la carrière peut être particulièrement difficile, car notre système économique est conçu autour du comportement de la foule.
La plupart des structures d'emploi supposent que les gens sont motivés principalement par des récompenses externes et sont prêts à sacrifier leur épanouissement personnel pour la sécurité financière. Lorsque vous commencez à prendre des décisions de carrière basées sur une guidance intérieure plutôt que sur des attentes sociales, vous devez souvent créer votre propre chemin plutôt que de suivre des voies établies. Watts suggérerait que c'est exactement ce qui rend le choix valable. Lorsque vous suivez vos propres intérêts et valeurs authentiques, le travail devient une expression de qui vous êtes plutôt que quelque chose que vous faites pour obtenir autre chose. Vous gagnerez peut-être moins d'argent ou aurez moins de statut conventionnel, mais vous gagnerez quelque chose de beaucoup plus précieux, l'expérience de vivre votre propre vie plutôt que la vie que les autres attendent de vous. Le même principe s'applique aux relations et à la vie familiale. La foule a des idées très précises sur ce à quoi les relations devraient ressembler, quand certains jalons devraient être atteints, et comment les gens devraient se comporter dans divers rôles relationnels. Ces scripts sociaux peuvent être si puissants que les gens se retrouvent souvent à poursuivre des relations qui semblent justes de l'extérieur, mais qui semblent vides ou inauthentiques de l'intérieur. La personne sage apprend à faire la distinction entre l'amour et les liens authentiques, et les relations qui consistent principalement à répondre aux attentes sociales ou à éviter le jugement social. Elle pourrait choisir de rester célibataire plus longtemps que ce que la foule considère comme acceptable, ou elle pourrait former des structures relationnelles non conventionnelles qui répondent à ses besoins réels plutôt qu'aux normes sociales. Cette authenticité dans les relations conduit souvent à des liens plus profonds et plus gratifiants, car les deux personnes sont libres d'être elles-mêmes plutôt que de jouer des rôles prédéterminés. Mais cela peut aussi engendrer des conflits avec les membres de la famille ou les amis, investis dans le maintien de schémas relationnels conventionnels, et qui voient vos choix comme une critique implicite de leurs propres choix. Naviguer dans ces dynamiques relationnelles exige ce que Watts appelait un détachement aimant. Vous pouvez maintenir l'affection et le soin pour les gens sans laisser leurs attentes ou leur désapprobation déterminer vos choix. Ce n'est pas froid ou égoïste, c'est en fait une forme de respect qui reconnaît que chaque personne doit trouver sa propre voie vers l'authenticité. Comme le soulignait Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais ce détachement n'est pas une fuite, mais une affirmation de soi. Dans le domaine du style de vie et de la consommation, la pression pour suivre le comportement de la masse est implacable. On nous dit constamment ce que nous devrions vouloir, ce que nous devrions acheter, où nous devrions vivre et comment nous devrions passer notre temps. Les choix de style de vie de la masse sont fortement influencés par la publicité. Les médias sociaux et la pression des pairs, créant des besoins et des désirs artificiels qui ont souvent peu à voir avec le bien-être véritable. Pensez aux stratégies marketing ultra ciblées, omniprésentes dans notre société de consommation. La personne sage développe ce que l'on pourrait appeler une consommation consciente, la capacité de distinguer ce dont elle a réellement besoin ou envie, de ce que la masse lui dit qu'elle devrait avoir besoin ou envie. Cela peut signifier vivre plus simplement que ce que ses revenus permettraient, choisir des expériences plutôt que des possessions, ou privilégier le temps à l'argent, de manière à déconcerter les personnes encore prises dans une pensée conventionnelle sur le succès et le bonheur. Un peu à la manière d'un certain minimalisme, cher à certains philosophes contemporains. Cette approche consciente du style de vie conduit souvent à une plus grande satisfaction avec moins, car les choix sont basés sur des préférences réelles, plutôt que sur la pression sociale. Mais cela peut aussi créer des frictions sociales, lorsque vos choix remettent implicitement en question les valeurs autour desquelles les autres ont organisé leur vie. Imaginez le décalage entre une vie sobre et minimaliste et l'idéologie consumériste dominante.
Un autre domaine où quitter la masse devient essentiel est celui de l'information et des systèmes de croyance. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations, où il est plus facile que jamais d'adopter simplement les opinions et les croyances du groupe auquel vous vous identifiez, plutôt que de réfléchir vous-même à des questions complexes. La masse offre le confort de systèmes de croyances préemballés, qui s'accompagnent de communautés toutes faites et d'ennemis clairement définis à combattre. Qu'il s'agisse d'idéologies politiques, de doctrines religieuses ou de mouvements culturels, il procure la sécurité psychologique d'appartenir à un groupe qui sait ce qu'il faut penser de tout. On retrouve ici l'idée de Foucault sur le pouvoir et le contrôle social par les idées dominantes. Mais la personne sage reconnaît que la réalité est généralement plus complexe et nuancée que ce que n'importe quel système de croyance de groupe peut saisir. Elle développe la capacité de ce que Watts appelait l'humilité intellectuelle. La capacité de tenir ses croyances légèrement et de rester ouverte à de nouvelles informations et perspectives qui pourraient remettre en question sa compréhension actuelle. Une attitude proche de celle prônée par Camus face à l'absurde. Cette indépendance intellectuelle signifie souvent refuser de s'identifier complètement à un groupe ou une idéologie en particulier. La personne sage peut être d'accord avec certains aspects de divers points de vue, tout en maintenant son droit de penser indépendamment à chaque question lorsqu'elle se pose. Cela peut la rendre politiquement sans abri dans un monde qui s'attend à ce que chacun choisisse son camp et s'en tienne à son équipe, quelle que soit l'épreuve. Le développement de l'indépendance intellectuelle implique également d'apprendre à distinguer l'information de la propagande, l'éducation véritable de la manipulation sophistiquée. À une époque où les intérêts puissants ont une capacité sans précédent à influencer l'opinion publique, la capacité de pensée indépendante devient une forme d'autodéfense spirituelle. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque ou cynique à propos de toutes les sources d'information. Cela signifie développer le discernement pour reconnaître quand on vous dit ce que vous devez penser, plutôt que de vous donner des informations qui vous permettent de penser par vous-même. La personne sage devient à l'aise avec l'incertitude et la complexité, plutôt que de rechercher la fausse sécurité de la certitude idéologique. Un rappel de l'importance de la critique et du doute méthodique, hérité de Descartes. L'un des aspects les plus difficiles de quitter la masse est de faire face à la solitude, qui peut survenir lorsque vous ne faites plus partie de la camaraderie facile qui découle de la conformité partagée. Lorsque vous cessez d'être automatiquement d'accord avec les opinions du groupe ou de participer au comportement de groupe, vous constaterez peut-être que vous avez moins de points communs avec les personnes que vous sentiez auparavant proches. Cette solitude est souvent temporaire, mais elle peut être assez intense pour inciter les gens à retourner au comportement de la foule, même lorsqu'ils savent que cela ne leur sert pas. La clé est de comprendre que cette solitude est en fait un signe de croissance. Vous pleurez la perte de fausses connexions, qui étaient basées sur des prétextes partagés, plutôt que sur une compréhension véritable. Au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec votre propre nature authentique, vous attirerez naturellement des personnes qui apprécient l'authenticité chez les autres. Ces relations seront peut-être moins fréquentes, mais elles seront plus satisfaisantes, car elles sont basées sur une compatibilité véritable, plutôt que sur une conformité partagée. Watts a souvent souligné que la peur de la solitude est en fait une peur d'être seul avec soi-même. Si vous n'appréciez pas votre propre compagnie, vous dépendrez des autres pour vous distraire de votre propre conscience. Mais au fur et à mesure que vous développerez une relation véritable avec votre propre vie intérieure, la solitude deviendra une source de plaisir, plutôt que quelque chose à éviter. Ce confort dans la solitude est essentiel pour maintenir l'indépendance par rapport à la pression du groupe. Lorsque vous n'êtes pas désespéré de connexion sociale, vous pouvez être plus sélectif quant au groupe et aux activités auxquelles vous choisissez de participer.
Vous pouvez interagir avec les autres par choix, plutôt que par besoin. Le développement de cette relation intérieure fournit également une base stable, qui ne dépend pas de la validation externe. Lorsque votre sens de la valeur et de l'identité provient de votre propre expression authentique, plutôt que de l'approbation du groupe, vous êtes libre de faire des choix basés sur ce qui sert réellement votre croissance et votre bien-être. Un autre aspect pratique de quitter la masse consiste à développer ce que l'on pourrait appeler l'indépendance économique. Cela ne signifie pas nécessairement être riche, mais cela signifie ne pas être si dépendant de l'approbation des autres, que vous ne puissiez pas vous permettre de faire des choix authentiques. Cela pourrait impliquer de vivre en dessous de vos moyens, afin d'avoir la liberté de quitter des emplois ou des situations qui ne vous servent pas. Cela pourrait impliquer de développer des compétences ou des sources de revenus qui ne dépendent pas de la conformité aux attentes conventionnelles. Cela pourrait impliquer d'être prêt à accepter moins de confort matériel, en échange d'une plus grande liberté personnelle. La personne sage comprend que la vraie sécurité provient de ressources intérieures, compétences, adaptabilité, créativité et confiance, plutôt que de structures externes comme la sécurité de l'emploi ou l'approbation sociale. Cette sécurité intérieure fournit la base pour faire des choix authentiques, même lorsqu'ils impliquent un certain degré de risque externe. Cette dimension économique de l'indépendance est particulièrement importante, car beaucoup restent piégés dans le comportement de masse, simplement parce qu'ils croient ne pas pouvoir se permettre l'alternative. Ils pensent avoir besoin de conserver des emplois qu'ils détestent, maintenir des relations qui ne les servent pas, ou vivre d'une manière qui compromet leurs valeurs, parce qu'ils sont économiquement dépendants de systèmes qui récompensent la conformité. Il existe bien sûr des contraintes pratiques réelles, impossibles à ignorer, mais la personne sage découvre souvent qu'elle a plus d'options qu'elle ne le pensait initialement. Lorsque vous êtes prêt à vivre plus simplement ou de manière non conventionnelle, vous avez souvent besoin de moins de soutien extérieur, ce qui vous offre plus de liberté pour faire des choix authentiques. Alors que nous concluons notre exploration des raisons pour lesquelles les sages quittent la foule, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un voyage que l'on accomplit une fois pour toutes. La pression à la conformité et au comportement de groupe est constante dans la société humaine, et de nouvelles formes de mentalité collective émergent sans cesse. La clé est de développer la capacité continue de reconnaître lorsque vous êtes entraîné dans un comportement de groupe inconscient, et d'avoir le courage de prendre du recul, et de réévaluer vos choix à partir de votre propre perspective authentique. Cela exige une vigilance constante et la volonté d'être impopulaire lorsque la popularité se fait au prix de l'authenticité. Mais les récompenses de ce chemin sont immenses. Lorsque vous apprenez à penser vos propres pensées, à ressentir vos propres sentiments et à faire vos propres choix, vous accédez à une qualité de vie qui n'est tout simplement pas accessible aux personnes qui suivent constamment la foule. Vous développez une confiance génuine qui vient de la connaissance de soi, plutôt qu'une confiance artificielle qui vient de l'approbation du groupe. La foule sera toujours là, offrant la fausse sécurité du délire partagé et de l'inconscient collectif. Mais une fois que vous avez goûté la liberté qui vient de l'expression de soi, authentique, les offres de la foule perdent de leur attrait. Vous réalisez que ce que vous cherchiez dans l'appartenance à un groupe, l'acceptation, la compréhension, le sens, se trouve en réalité dans le courage d'être genuinement vous-même. Les sages ne quittent pas la foule par arrogance ou par tendance antisociale. Ils partent parce qu'ils ont découvert quelque chose de plus précieux que l'approbation sociale, l'expérience irremplaçable de vivre leur propre vie authentique. Et ce faisant, ils deviennent des exemples vivants de ce qui est possible lorsque quelqu'un a le courage de penser et de choisir par lui-même. Dans un monde où la conformité est souvent confondue avec la vertu,
et l'indépendance, souvent perçue comme de l'égoïsme. La chose la plus sage que vous puissiez faire est peut-être de faire confiance à votre propre expérience, de suivre votre propre chemin et d'offrir au monde le don de votre présence authentique, plutôt qu'un autre écho du conditionnement collectif.